Alors, j'ai une question déjà avant de commencer. Déjà après, vous êtes toujours énervé. Et c'est nous qui allons essayer de trouver une nouvelle famille à cette. Saint-Jean TV, saison 4, émission 3. Bonjour à tous, c'est la Saint-Jean TV, on espère que vous allez bien. C'est Kemal. Moi, c'est Mustapha. Aujourd'hui, on va vous parler de 3 sujets. Guerre, rap, piscine. On est parti pour le premier sujet, Nautiland, donc la piscine. On est allé chez Nautiland et on leur a demandé qu'est-ce que c'était le Nautiland d'aujourd'hui. On leur a aussi posé quelques questions. On leur a demandé si les travaux s'étaient bien passés. Enfin, en gros, les questions que tout le monde se pose. C'est parti. Bonjour, Bonjour, je vous laisse vous présenter. je suis Daniel Klaus et je suis le président de la Société d'économie mixte du Nautiland. Êtes-vous fier de la réouverture? J'en suis très fier parce que Nautiland c'est un outil extraordinaire pour tous les Haguenoviens et pour toute la grande région du nord de l'Alsace, et également très fier parce que notre personnel qui travaille ici est très content de ce nouveau Nautiland. Comment se passe la réouverture? La réouverture se passe très très bien. Nous sommes très satisfaits de la fréquentation. Nous avons énormément de monde et de nouvelles têtes que nous n'avons jamais vues auparavant. Globalement, les gens sont très satisfaits de ce nouveau Nautiland. Pourquoi vous avez refermé quelque temps? Nous avons fermé Nautiland quelque temps après l'ouverture pour différentes raisons. La glissance du carrelage n'était pas satisfaisante. Nous avons eu quelques clients qui ont chuté. Nous avions des problèmes aussi au niveau du sas d'arrivée de la rivière Sauvage où il y avait des courants d'air. La troisième chose, les températures d'eau des bains bouillonnants, du splash bad n'étaient pas satisfaisantes et nous avons préféré refermer Nautiland afin de faire ces travaux qui étaient pour nous essentiels. Combien ont coûté ces travaux? Ces travaux ont coûté 17,5 millions d'euros dans la globalité. Bonjour, Bonjour, je vous laisse vous présenter. je suis Thierry Linhart, je suis le directeur de Nautiland. Est-ce qu'il y a plus de monde qu'avant? Est-ce qu'il y en a un petit peu ou c'est comme avant? Alors il y a beaucoup plus de monde qu'avant, notamment on a vu pendant les vacances scolaires, il y a eu 70% de personnes en plus. Mais surtout, c'est des gens qu'on n'avait pas l'habitude de voir, des gens qui viennent de beaucoup plus loin qu'auparavant. Et ce sont des nouvelles têtes, ça on s'en rend compte. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à avant? Alors il y a plein de choses qui sont nouvelles, je vais t'en citer quelques-unes. Alors pour les plus petits, on a une pataugeoire qui a évolué et avec ce qu'on appelle un splash bad, c'est un endroit où les enfants peuvent s'amuser avec des canons à eau, des jets d'eau, etc. On a aussi un très grand toboggan qui existait déjà, mais où on a mis une belle surprise dans le virage. On a mis des lasers, des lumières, et ça surprend les gens. Et quand on arrive avec un freinage, donc on n'a plus cette grosse frayeur. Donc il y a des gens qui sont moins à l'aise qui peuvent venir dans ce toboggan. Une autre grande nouveauté, c'est la rivière Sauvage à l'extérieur. Qui est sauvage, hein, donc on se fait vraiment secouer dans la rivière, mais c'est super rigolo. On a des enfants qui font 30 fois le parcours dans la journée. On a encore d'autres nouvelles choses. On a un sauna pour venir se détendre avec du wellness, des hammams et des spas à l'extérieur. Voilà quelques-unes des grandes nouveautés. Quand il fera beau, on va ouvrir les extérieurs et à l'extérieur aussi, il y a quelques belles surprises. Il y a de nouveau un splash bad. Il y a un navire de pirates où les enfants se feront arroser. On leur fera tomber sur la tête un seau d'eau. Donc tout ça, dès le printemps, on pourra ouvrir ça et les gens pourront venir tester ces nouveautés aussi. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses, d'autres nouveautés? Si on commence dans l'entrée, en fait, on demande aux gens de se déchausser depuis le début. Ça, c'est pour que l'hygiène dans la piscine soit au top. Ensuite, dans les vestiaires, on ne sépare plus les hommes et les femmes pour que, quand ils viennent avec des enfants, la famille puisse rester ensemble dans le vestiaire et ensuite s'amuser à la piscine. D'accord, merci de votre réponse. De rien. Et maintenant, on va vous parler d'un portrait de reporter de guerre. D'ailleurs, c'est quoi un reporter de guerre, Lara? Un reporter de guerre, en gros, c'est un journaliste qui va aller dans un pays qui est en guerre pour faire du reportage. C'est parti pour le reportage. Bonjour, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je m'appelle Mortaza Beboudi, je suis un journaliste franco-afghan. Alors, moi je suis arrivé en France il y a 6 ans. Comme mon métier reporter de guerre en Afghanistan et notamment on a enquêté en Afghanistan en 2015, au début 2015, le marché d'opium.
comment ça se passe, où va-t-il, comment les talibans se financent avec le marché d'opium. Donc suite à cette enquête, avec mon collègue, on a été menacés de mort. Mon collègue a été tué par les talibans, moi-même menacé. La France qui m'a évacué m'a donné un visa d'asile pour me protéger en France. Donc je suis arrivé à Paris. J'avais mon sac à dos avec ma carte presse afghane, c'est tout. J'ai pris le train pour venir à Gare du Nord, puis Gare de l'Est. J'ai descendu. J'ai vu les gens qui sont en train de faire la queue devant un camion blanc avec un cœur dessus. C'était Resto du Cœur. Moi, j'avais pas d'argent sur moi, j'étais fatigué, épuisé de tout ce qui s'est passé pour moi en Afghanistan. Donc j'ai commencé à faire la queue aussi, manger. Et puis ils m'ont dit le soir, venez aux Invalides, d'un autre côté de Paris. Donc j'ai commencé à manger là-bas aussi. Je faisais Paris à pied seulement pour manger. Comment vous avez fait pour survivre? C'était très difficile d'abord. Comme 2 mois dans la rue, moi j'ai appelé 115 hébergement. Urgence, donc personne ne répondait, c'était saturé, il n'y avait plus de place. Après 2 mois de rue, j'ai trouvé le site le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, parce que je connaissais avant, et ils m'ont présenté à la Maison des journalistes, une maison qui accueille les journalistes exilés politiques en France, à Paris. Donc moi je suis allé là-bas, j'ai passé un entretien, après ils m'ont donné une chambre de 8 mètres carrés, avec un lit, j'étais très content. J'ai appris le français en 7 mois. Donc j'étais accepté à la Sorbonne après pour faire un master de relations internationales et j'ai commencé à écrire en français et j'ai commencé à écrire d'abord sur Mediapart, sur le journal Mediapart, puis après pour Libération, puis après pour d'autres journaux, pour West France et j'ai commencé à travailler pour les télés, j'ai fait un stage chez l'AFP, j'ai commencé à travailler en tant que journaliste reporter d'images pour Arte, pour TV5 Monde, pour France 2. Et il y a 2 ans, je me suis dit, bon, je vais demander la nationalité française. Je vais demander ça il y a 4 ans, mais j'ai demandé il y a 2 ans. J'ai eu ma nationalité française. Donc quand j'ai eu ma nationalité française, donc je pouvais voyager un peu partout. Quand la situation est devenue grave l'année dernière, au début de l'année, en Afghanistan, j'ai vu qu'en fait les talibans ont avancé en Afghanistan, en train d'occuper plus de 40% du pays. Chaque jour, je me suis dit, bon, j'y vais ou pas. En même temps, je voyais des reportages d'autres personnes. Alors, ça ne me plaît pas parce que c'est mon pays, je connais mon pays, je peux parler mieux que les autres. Donc, je suis retourné en Afghanistan, j'ai changé mon prénom. Et en août, quand Kaboul est tombé aux mains des talibans, il y a France 2 qui m'appelle, Mortaza, viens, travaille avec nous pour le journal de 20h soir. Donc, je suis parti avec eux, on était même évacués avec 500 personnes sur un vol militaire. Et on est retourné encore, on a traversé la frontière pakistanaise en Afghanistan. Donc depuis plus de 6 mois que je travaille sur l'Afghanistan pour plusieurs médias français. Vous ne pensez pas être en danger? Il y a des menaces, oui. Donc chaque fois on changeait le nom du média, il y a toujours un risque de la vie quand on part sur un terrain de guerre. Parce que les talibans, ce ne sont pas un groupe, ce sont des personnes individuelles qui peuvent tirer directement vers nous. On a eu des situations assez compliquées en Afghanistan, comme aujourd'hui, les journalistes vivent ça en Ukraine. On ne peut pas comprendre la réalité sans les voix locales et les reporters locaux. On a besoin de journalistes sur le terrain, on a besoin de journalistes au front. Comment ça se passe avec les talibans? Alors, c'est très difficile, c'est des gens qui ont vécu dans les montagnes. C'est des gens, en fait, qui ont mis les lois difficiles. Ils ont leur version de l'islam, ils ont leur version de la charia, qui lapide des femmes, même maintenant dans les petits villages en Afghanistan. C'est eux qui ont frappé et à cause d'eux qu'en fait, Malala Yousafzai, c'est l'activiste qui a eu le prix Nobel de la paix, lui, il a eu une balle dans la tête, il a survécu. Donc ce sont des gens qui sont contre l'éducation, sont contre le travail des femmes, sont contre la liberté, sont contre la liberté de la presse, sont contre la liberté d'expression. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Alors, dans le cadre du projet renvoyé spécial de la Maison des journalistes, nous, les journalistes, on intervient dans les collèges, lycées à travers la France. Moi, j'interviens dans les lycées, collèges ici à Bischwiller pour parler de la liberté de la presse dans le monde, sur l'Afghanistan, sur comment identifier une image sur les réseaux sociaux et on parle aussi de l'immigration. Est-ce que c'est important pour vous? Oui, c'est très important pour moi, pour transmettre mon expérience à moi, pour raconter un peu aussi mon parcours et aussi en fait parler du journalisme de guerre, comment les journalistes travaillent dans le monde, notamment en Afghanistan. Oui. Et pour finir cette émission, on va passer sur l'interview de Zepek. Bonjour, je te laisse te présenter. Salut, je m'appelle Zepek,
j'ai 20 ans et je viens d'Haguenau. D'accord. Premièrement, c'est quoi ton ressenti par rapport au clip MZ1, si je ne me trompe pas? C'est ça. Ouais. Alors on a commencé le matin. On s'est tous réunis avec le groupe. Là, il y a eu le père d'un pote à moi qui a ramené les 2 4x4 pour le décor, etc. Il y avait aussi ma mère, les mères de mes potes aussi qui nous ont aidés. Il y avait Admire, le clipper. Ouais. Et franchement, le clip s'est bien passé. On va dire, le patron du Megarex nous a laissé l'endroit pendant 2 heures ou 3 heures si je ne me trompe pas. Et on a clippé et tout est carré. Ok, ça a duré combien de temps Ça a duré, si je ne me trompe pas, 4 heures. 4 heures, 4 heures le clip entier? Le clip entier. Alors dans ton clip, on voit que tu n'es pas tout seul, tu as du monde autour de toi, des partenariats. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ça? Déjà, je veux parler des gens qui étaient avec moi. C'est des gens avec qui j'ai grandi. Depuis petit, on est ensemble, on marche ensemble et ils ont voulu être dans le clip et moi, ça m'a fait plaisir. Les partenaires, on va commencer par Tasty Food, c'est la famille. Ils m'ont aidé, le Megarex. Il y a aussi eu d'autres partenaires et je tiens à les remercier. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours? Alors mon parcours, j'ai commencé la musique lors du tout premier confinement, si je me trompe. Ouais, c'est ça. C'est là où j'ai commencé à gratter mes premiers textes. Par la suite, j'ai été, on va dire, repéré par mon manager Adouane Benazouz et j'ai commencé à enregistrer au studio, etc. Et depuis, on est là, on commence à clipper petit à petit et on avance. D'accord. Et c'est quoi qui t'a donné envie de rapper? Ce qui m'a donné envie de rapper, c'est mon grand cousin, parce qu'il fait de la musique. Enfin, il a fait de la musique avant moi, il a commencé et il m'a donné envie de faire de la musique parce que tout simplement aussi, depuis petit, j'écoute de la musique, je danse sur de la musique, je fais tout sur de la musique. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui va arriver par la suite, tes projets, tes envies? Dans l'avenir, déjà, on va commencer encore à clipper, à balancer des zigs de plus en plus, petit à petit. Et on espère percer, si Dieu le veut. Ça, c'est le principal, mais on va continuer à bosser et envoyer du lourd. D'accord, je te remercie. Merci à toi.